Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de BPI France, des tribunes. Aujourd'hui, on va parler de sport et investissement. Mais je voudrais commencer par un petit sondage. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit sondage? Oui. Qui parmi vous a déjà investi dans des startups? Vous levez la main? Ah, pas mal, hein. Qui a investi en bourse parmi vous? Pas mal, ok. Qui a déjà investi dans des startups dans le sport? Ah ouais. Et qui a investi en bourse dans des boîtes qui sont liées au sport? Ah, déjà un peu moins. Je vous propose qu'on décortique avec mes invités ce vaste sujet du sport et de l'investissement. Et en plus, on a les meilleurs experts pour le sujet. On a un peu nos trois personnes clés. On a d'un côté la banquière d'affaires, Iris Alamedine, tu es CEO de Grandeur Company. On a l'investisseur avec Laurent Damiani, qui est fondateur et managing partner de Inspiring Sport Capital et qui a aussi notamment qui investit dans des belles boîtes comme Millet, comme CDK Technologies, on y reviendra. Et on a l'advisor, Achille de Roglodre, qui est le fondateur et managing partner de Sport Invest Advisory et qui était jusqu'à récemment Chief of Staff des founders et des repreneurs du FC Versailles. Donc une grosse expérience dans le foot et aussi avant à Toulouse. On va essayer de d'abord cadrer le sujet et je vous propose de cadrer le sujet avec Achille. Quand on parle de sport et d'investissement, de quoi on parle? Alors c'est vaste, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, sur quoi tu travailles quand tu parles d'investissement dans le sport? Merci Pierre. C'est en effet assez vaste, mais pour poser le framework, de toute façon on va rentrer un peu plus en détail dans chacune des catégories ensuite, mais une espèce de matrice entre le stage d'investissement du VC au gros, au private equity, et de l'autre côté plutôt des verticales sectorielles, parce que quand on parle de sport, c'est assez large. En général, on distingue la partie IP pure, donc des équipes, des ligues, des compétitions, des événements, des ce qu'on va dire sports adjacent companies, qui sont toutes les sociétés liées à l'écosystème du sport, des sociétés de billetterie, d'organisateurs d'événements, etc. Donc voilà, le mapping un peu McKinsey classique, c'est étape d'investissement slash taille et secteur et sous-catégorie à l'intérieur. Ok. Iris, pourquoi c'est intéressant de commencer à s'intéresser au sport en termes d'investissement? Évidemment, il y a plein de raisons. Moi, mon scope, il est très orienté IP, marque, right holders. IP ayant 3. Exactement. Il faut qu'on traduise. Ah oui, pas d'anglais. et donc, en l'occurrence, principalement les ligues sportives et les clubs professionnels. Et c'est vrai qu'avec la BPI notamment, on a travaillé toute une thèse sur le sujet. Il faut être honnête aussi, le contexte part du fait que c'est un sujet difficile. Parce qu'il y a plein de choses quand on détient un club professionnel en particulier qu'on ne contrôle pas, notamment les revenus qui viennent des ligues, en particulier les droits médias. Et donc la thèse qu'on a développée, c'est de regarder des clubs qui sont ou des clubs ou des ligues qui sont développés et qui ont réussi à avoir une croissance et fournir des retours sur investissement basés sur d'autres types de revenus, en particulier les revenus commerciaux, vendre du merch, avoir du sponsorship, etc. Et donc en France, on a développé cette thèse où on se dit on est quand même super bien positionné quand on regarde l'exemple du PSG et d'autres pour tirer avantage de certaines forces qu'on pense qu'on a dans le sport. Et notamment en analogie avec les marques de luxe d'il y a 40 ans. Si on regarde les Chanel, Hermès, les Dior d'il y a 40 ans, c'était des marques qui étaient plutôt niches, riches, très particuliers, mais extrêmement engagés, des expertises très claires. Et en fait, on trouve que les clubs de sport en particulier, en France, ont cette particularité-là d'être un club régional, avoir des valeurs extrêmement authentiques, extrêmement fortes, une audience assez localisée mais super engagée. Et donc le challenge, c'est d'en faire quelque chose qui peut devenir global, international, de la même manière que les Dior, les Hermès sont devenus ces plateformes internationales depuis. Et je pense qu'on pourra revenir dessus, mais beaucoup de cette stratégie-là, elle passe par des vraies stratégies plutôt lifestyle, entertainment, et pas seulement le sportif qui dépend souvent beaucoup du capital qu'on a, et c'est difficile de lever des fonds quand
on revient à ce point, il y a beaucoup d'incertitudes sur les revenus qui viennent des ligues, en particulier les droits médias. Ouais. Laurent, toi, tu as créé un Inspiring Sport Capital. Tu as investi dans des boîtes avec des investisseurs. Comment tu convaincs un investisseur de venir dans le sport ? Alors, nous sommes une société d'investissement 100% axée dans l'univers du sport. Et on investit nos fonds propres et on fait ce qu'on appelle des club deals. Donc, on fait venir des co-investisseurs à nos côtés pour nous accompagner. On a créé la société il y a une dizaine d'années, d'abord à Londres et puis ensuite à Paris, avec l'idée quand même de créer un fonds au départ, puisqu'il y a je ne vais pas rentrer dans les détails, mais différence entre un fonds d'investissement où les capitaux sont engagés par ce que tu appelles des LPs, des investisseurs qui peuvent être des investisseurs institutionnels ou privés, et une société d'investissement comme la nôtre, où on investit nos fonds propres, où on fait des club deals, donc les co-investisseurs vont venir à nos côtés. On a essayé de lever un fonds, et en fait, 2 fois même, on s'y est pris à 2 fois pour lever un fonds. Et en fait, on s'est heurté au fait qu'au-delà qu'on n'avait pas réellement de track record, parce que c'était notre premier fonds dédié au sport, il n'y avait pas d'autres fonds dédiés au sport en France et en Europe même. Et donc ça, c'est assez spécifique. Et puis, le sport faisait peur aux investisseurs. Donc c'était avant la période des Jeux Olympiques, avant cette dynamique qu'on connaît un peu plus aujourd'hui. Mais le sport fait peur, ce n'est pas un secteur d'activité économique à part entière. J'ai été président de Sportsora pendant quelques années. C'est l'association qui fédère les acteurs de l'économie du sport et j'ai beaucoup œuvré auprès des ministères, notamment de l'économie et du sport, pour faire reconnaître le sport comme une activité à part entière. Et donc, ça n'existe pas. Donc, à partir de là, les investisseurs institutionnels et les fonds d'investissement classiques ne voient pas bien sur quelle ligne d'investissement en fait ça peut rentrer. Le sport, il peut être un peu partout et nulle part. Et surtout, ils demandent des compétences que les investisseurs traditionnels n'ont pas. Et je pense que finalement, tout ça nous a servi parce qu'on a pu créer vraiment quelque chose de très spécifique en apportant ces dimensions de smart money, donc en apportant plus que de l'argent. Et donc une compétence marketing, une vision stratégique, une capacité d'aider les managers à créer du business. Mais on se retrouve quand même face à un secteur d'activité extrêmement hétéroclite. Iris parlait d'IP ou d'assets, d'actifs liés aux ayants droit. Mais effectivement, ça peut être des marques comme Millet, où nous sommes investisseurs, ça peut être de l'industrie, ça peut être de la distribution, ça peut être des technologies. Donc le secteur du sport est extrêmement large. Ça peut être la santé ramenée au sport. Et à chaque fois, effectivement, chaque catégorie, on ne sait pas si finalement c'est du sport ou si c'est de la tech ou si c'est de la santé. Et c'est ça qui fait la difficulté pour convaincre des investisseurs de nous rejoindre. Mais en fait, juste, et je terminerai là-dessus, le point finalement, c'est de séduire les investisseurs au final par la création de valeur qu'on va être capable de créer. Et ça, c'est une logique qui est plutôt anglo-saxonne, ouais, américaine. Et en France, on n'a pas encore cette culture-là de dire on va investir pour créer de la valeur. Cette frilosité, elle est en effet très française, très européenne. Toi, Achille, tu as bossé à Toulouse au moment où il y a eu un fonds américain qui a repris Toulouse. Tu peux nous expliquer pourquoi un fonds américain s'intéresse à Toulouse ? Qu'est-ce qu'ils ont découvert et qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire basculer Toulouse dans une autre dimension, notamment en termes de génération de revenus ? Alors, c'est une très bonne question comme d'habitude, Pierre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cas particulier de Redbird et Toulouse, ils viennent chercher pas seulement un cas de création de valeur au niveau du club de Toulouse, mais pour eux, c'est un tout petit deal, c'est un tout petit ticket par rapport aux investissements qu'ils faisaient traditionnellement dans le sport, les médias aux États-Unis et en Amérique du Nord. Donc Toulouse, c'est un labo pour Redbird, pour tester certaines idées qu'ils ont dans leur thèse de création de valeur. Est-ce qu'on peut arriver à mieux gérer un club sur la partie sportive, sur la partie commerciale, sur la partie infrastructure? Est-ce que ça crée de la valeur? Et c'était la première étape pour eux avant de faire une acquisition qui est un peu plus à leur taille, en l'occurrence l'AC Milan,
qu'ils acquièrent il y a 2 ans pour 1,2 milliard d'euros. Donc c'est significatif par rapport aux 15 millions qu'ils avaient mis pour acquérir Toulouse. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que ce soit Toulouse ou que ce soit l'AC Milan, et c'est là où la thèse de Redbird, elle est vraiment très réfléchie et très pragmatique, puisqu'ils testent d'abord sur un petit investissement pour eux avant d'essayer de faire la même chose à plus grosse taille avec l'AC Milan. Et ils ont testé, comme je vous disais, les leviers de création de valeur, il y en a beaucoup qu'on maîtrise pas. Et il y en a certains sur lesquels on peut essayer de travailler, sur le recrutement de joueurs, sur les infrastructures, le contrôle du stade, le centre de formation, et les différents revenus commerciaux dont parlait Iris tout à l'heure. Et je pense que ce qui est intéressant, parce que les leviers de création de valeur, on peut les énumérer pendant très longtemps. Pour rebondir sur ce que disait Iris aussi en introduction, ce qui est intéressant, c'est de construire un cas de création de valeur, que ce soit un club de foot ou de rugby ou autre, uniquement sur les leviers qu'on maîtrise au niveau du club. Et typiquement, la croyance du football français qui repose sur la création de valeur par l'augmentation des droits médias, sachant que ça, c'est géré au niveau de la Ligue, et on voit comment, depuis quelques années, les transferts de joueurs, puisqu'on se vante systématiquement d'être un vivier de talent, ce qui est vrai, mais c'est aussi quelque chose qu'on ne contrôle pas à la fin. Et d'ailleurs, c'est un élément sur lequel la DNCG est de plus en plus rigoureuse, puisque budgétiser des ventes de joueurs avec un certain niveau de certitude, c'est un exercice qui est très, très périlleux. Donc, juste pour terminer sur ta question, il y a des leviers de création de valeur qui sont au niveau du club, et c'est important de considérer uniquement ceux-là et pas les facteurs externes qui doivent être un upside, un point en plus dans le business plan. Si les droits médias reprennent une trajectoire qu'on attend tous, tant mieux, mais ce sera on top. Mais la diversification des revenus commerciaux, la création de valeur, ça nécessite d'avoir des expertises métiers pour justement aller chercher ce truc-là. Comment on pense le sport, Iris, quand tu proposes à un acheteur potentiel, à un club, tu as un plan déjà établi sur la manière dont tu vas créer la valeur, et cette valeur-là, tu la tires de quoi? Parce que ce n'est pas des droits médias, parce qu'ils sont plutôt en train de baisser, surtout en France. Sur quoi tu travailles? Quels sont les beaux exemples que tu as pu voir ces derniers temps? Oui, bien sûr. Le PSG, c'est le cas français assez intéressant, mais évidemment pas réplicable parce que tout le monde n'a pas l'accès au financement que le PSG a. Mais ce qui est intéressant pour le PSG, c'est qu'il y a eu toute cette phase d'acquisition de star players, des joueurs stars qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits sur le terrain, qui ont certainement aidé la marque. Mais ce qui, à mon sens, a été le plus impactant, c'est derrière le partenariat avec Jordan, des collabs. Là, récemment, on a vu la collab avec Central C, vraiment une icône du rap UK. Tout ce qui a été fait avec Dior, Trois Paradis. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui a été très pensé. Marque fashion, luxe, tirer avantage du positionnement Paris, avoir un flagship, un magasin flagship sur la Fifth Avenue à New York, etc. Donc, et évidemment, tout le monde n'a pas les moyens du PSG, mais toujours est-il que les initiatives de branding, ça marche. Et ça fait 2 saisons, il me semble, donc avant la réussite en Champions League, que le PSG a plus de revenus commerciaux que Chelsea et le Bayern, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ces stratégies, ça fonctionne. Tout le monde, comme je le disais, on s'oriente beaucoup vers des crossovers lifestyle et entertainment, et encore ça fonctionne bien avec l'analogie du luxe, parce que lifestyle, évidemment, on est une marque qui a beaucoup de ferveur, on en profite pour que nos fans portent des produits à l'effigie du club ou liés au club, donc ça c'est assez facile pour faire augmenter les sources de revenus et encore plus faire incarner les valeurs de la marque. Et après, le côté entertainment, c'est aussi très luxe au final. C'est vraiment vivre une expérience liée à une marque qu'on adore et renforcer ça encore plus. Il faut que ce soit très en cohérence avec le positionnement de l'actif. Par exemple, Real Madrid, je simplifie à l'extrême, mais on est les meilleurs dans le sport, on a le meilleur stade d'Europe, on va avoir les meilleures expériences entertainment, mais du coup, ils ont cette stratégie pas que des événements sportifs ou foot dans Bernabeu, mais ça va être des concerts incroyables. Taylor Swift fait son premier concert en Europe là-bas. Il y aura un match de NBA, il y aura un match de NFL. Encore une fois, tout le monde n'a pas ses moyens. Et c'est pour ça que je rajoute cet exemple, l'équipe de sport Carmine Corp, qui est un exemple très intéressant.
qui commence avec très peu de financement, mais un actif particulier. Et on voit ça beaucoup avec le Paris Basketball qui a Omar Sy en investisseur. L'an dernier, nous, on s'est occupé de faire ce deal entre Kylian Mbappé et Caen. Et donc tout le monde cherche un peu, même dans les actifs, on va dire, plus petits et un peu plus niche, à avoir cette stratégie marque. Et Carmine Corp est très intéressant parce que ça a été fondé de toute façon dès le départ par 2 influenceurs. Un qui est le plus grand streamer de France et l'autre qui a aussi des expertises complémentaires parce qu'il fait du rap, parce qu'il est designer d'une marque de mode. Et donc, dès le départ, Carmine a cette stratégie full. On va essayer d'être l'équipe des enfants du peuple qui va venir avec pas de capital externe et qui va essayer de tout gagner, mais qui va aussi avoir les meilleurs maillots, les mieux designés, le meilleur storytelling sur les réseaux sociaux, des événements de plus en plus gros qui ont commencé au Carrousel du Louvre, qui maintenant sont tous les ans à la Défense Arena. Donc, c'est 30 000 personnes avec un maillot Carmine. Et donc, on trouve que ça marche. Et on conseille beaucoup de réaliser ce type de stratégie. Après, je pense qu'on pourra revenir là-dessus, mais il y a la question de trouver les bons talents aussi et les bons investisseurs et le bon soutien pour réaliser cette stratégie. Ouais, tu nous as parlé de beaux exemples comme PSG, comme le Real, comme Carmine, qui est du coup une taille un petit peu inférieure. Tu sors d'une superbe année au FC Versailles avec une intention, une volonté des dirigeants de aussi diversifier ses revenus, de créer une brand. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme retour d'expérience de cette année sur essayer d'exister quand il n'y a pas de revenus médias et d'itérer sur pas mal de champs d'expression? Alors, sur la stratégie globale du FC Versailles, je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque c'est les dirigeants, Alexandre Mullier et Fabien Lazare, qui en parlent le mieux. Ce qui était intéressant avec le cas du FC Versailles, c'est que tu mentionnais les droits médias. C'est un club qui vient des divisions inférieures, qui joue actuellement en national, en 3e division, et donc de fait, qui n'a pas de droits médias, et qui n'en a jamais eu. Et dans les divisions inférieures, il y a aussi très peu de revenus de transfert. Des joueurs qui partent de national vers la Ligue 2 ou la Ligue 1 pour plusieurs millions d'euros, ça n'existe pas. Et donc en fait, c'était intéressant de repartir de cette base-là, au-delà du potentiel de marque dont tu as parlé, Pierre, parce que tu reprends un club qui n'a jamais dépendu ni de droits médias drivés par la Ligue, ni de revenus de transfert. Et donc il y a une base relativement saine au départ pour se dire on construit un club, un modèle, à la fois dans la base de coûts et le fonctionnement du club et dans la génération de revenus de l'autre côté qui permet d'équilibrer, qui sera indépendant des droits médias et des transferts. Et quand ça arrivera, et c'est ce qu'on souhaite tous au FC Versailles, et quand ça arrivera dans quelques années, quand le club sera en Ligue 2, voire en Ligue 1, et qu'ils percevront des droits médias et qu'ils percevront des revenus de transfert de joueurs, ce sera, on le disait tout à l'heure sur le TFC, même fonctionnement, des revenus supplémentaires qui pourront soit faire du dividende et du cash flow directement pour les investisseurs, soit être réinvestis dans des projets de long terme du club, des infrastructures, etc. Et les fonds comme Redbird, quand ils arrivent sur un actif comme le Milan AC, qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux? Parce que Milan AC, c'est déjà une super brand, c'est déjà peut-être un beau revenu, je ne sais pas. Ça va être quoi cette démarche peut-être un peu plus holistique de l'approche de l'IP? Tu peux nous décrire ce que ça pourrait être? C'est une excellente comparaison à faire puisque l'AC Milan, d'une certaine façon, c'est un deal secondaire. C'est-à-dire qu'il y avait un investisseur privé qui était là dans la moitié des années 2010, qui était un investisseur chinois. Le club a été repris par un fonds de crédit, sans rentrer dans les détails techniques, qui avait prêté à l'investisseur précédent, qui n'a pas pu rembourser sa dette, et donc qui a converti sa dette en equity et qui a repris le club. Et ce fonds, qui s'appelle Elliott, qui est un des plus gros fonds de crédit américains, a déjà opéré le club pendant 4 ans, de 2018 à 2022. Et a déjà fait une énorme transformation. Et donc, quand Redbird reprend le club en 2022, il y a, entre guillemets, une première phase qui a été faite, qu'on pourrait comparer à la phase de transformation du TFC avec Redbird de 2020 à maintenant. L'investisseur qui arriverait, qui reprendrait le club auprès de Redbird, qui reprendrait Toulouse maintenant, il arriverait, j'espère a priori, parce que je pense que tout le monde a bien travaillé dans les équipes, avec un club qui fonctionne bien, avec des personnes de qualité qui sont en place, des équipes qui travaillent toutes très bien. Donc c'est intéressant parce que l'AC Milan, et on est tous curieux de voir comment ça va se passer avec Redbird, c'est un des premiers cas, entre guillemets, de LBO secondaire. Le premier tour, c'était pas vraiment un LBO, mais dans le sport. Et on attend beaucoup pour l'instant de voir des sorties, des exits, avec des créations de valeur qui sont prouvées. Elliott, c'était le cas. C'était encore une fois particulier parce qu'ils ont converti la dette en equity et qu'ils ont repris le club. Et quand ils ont repris le club et qu'ils l'ont vendu à Redbird, ils ont fait x3, ce qui est quand même un retour intéressant
en 4 ans. Et donc, on va arriver progressivement dans cette deuxième phase. Je pense que Iris voit ça beaucoup dans les transactions actuelles de clubs. Il y a une première phase d'investissement institutionnel et de transformation de différents clubs et autres actifs, parce qu'on parle beaucoup de clubs de foot, mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Et on va rentrer dans une deuxième phase où maintenant les premiers investisseurs vont vouloir sortir et d'autres investisseurs vont arriver. Et ça va poser la très bonne question qui était la tienne, à savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Entre guillemets, la phase 1 de Toulouse de 2020 à 2025, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un deal primaire, on reprend un actif qui a vraiment besoin d'être professionnalisé, structuré, etc. Donc les leviers, on les connaît. La suite, on les connaît un peu moins. Donc ça va être intéressant à regarder. Laurent, tu veux réagir ? Oui, c'était sur cet aspect-là qui me semble intéressant. Nous, par exemple, on va effectivement privilégier les deals primaires parce que c'est là où on peut créer plus de valeur en construisant une stratégie. Et notamment, pour nous, ça va passer par la digitalisation de la marque ou de l'asset qu'on va acquérir. Ça va passer par une vision plus internationale, d'accompagner l'entreprise au niveau international. Ça va passer par des partenariats et des collabs qu'on va essayer de créer. Tout ça derrière pour engager les fans dans un process qui nous semble effectivement, et du coup on rejoint le point d'Iris. À chaque fois, c'est pour nous derrière, la stratégie, c'est l'engagement des fans dans les projets et quelle que soit finalement la thématique de notre investissement. Super. Vous savez pas, mais avec tous mes camarades, là, on a décidé d'investir, mais on a besoin de conseils. On va mettre un petit billet tous ensemble, mais il faut que vous nous disiez dans quoi investir et quels sont les critères avant de poser mon investissement. Que ça soit un club, que ça soit une marque, que ça soit un média dans le sport. Alors oui, c'est large, mais on a encore 3 heures ensemble. Achille, je te laisse commencer. Tu nous conseilles quoi là ? On a un petit club deal. On veut acheter un club ou tout autre asset dans le sport. Par quoi on commence ? Question piège, Pierre. Tout à fait. C'était pas dans la trame qu'on avait préparée, je précise. Mais intéressant de faire ce jeu de rôle. Déjà, je veux pas être celui qui calme un peu tout le monde, puisque c'est un super événement et tout le monde est très enthousiaste quand il s'agit de l'écosystème du sport. Mais on parlait des différentes catégories au départ. À l'intérieur de ces différentes catégories, il y a des actifs qui sont intéressants et des actifs qui créeront pas ou jamais de valeur. Donc, la première chose que je vous conseillerais avant de regarder absolument je veux investir dans le sport, c'est est-ce que je veux investir dans le sport ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs aussi qui sont intéressants ? Si j'ai des raisons personnelles ou professionnelles d'investir dans le sport, faire. Ça se creuse. Maintenant, tous les mandats, je pense, sur lesquels Iris travaille, tous les sujets qu'on voit, nous, chez Sport Invest, tous les deals qu'on propose à Laurent et à Inspiring Sport Capital, elles ne sont pas des bons deals. Je pense que 9 sur 10 ne valent pas la peine d'être regardés. Et donc, la vraie question, c'est quel type d'investisseur vous êtes ? Quel type de sécurité vous voulez avoir par rapport à votre investissement ? Par sécurité, j'entends liquidité potentielle. J'entends co-investisseurs à vos côtés, j'entends perspective de création de valeur. Si vous voulez investir en faisant x3 absolument en 5 ans avec une certitude, je parle en anglais, très élevée, il y a d'autres secteurs qui sont plus intéressants. Voilà. Laurent, tu veux réagir ? Iris, je veux ton avis sur ça. Hein. J'ai besoin de tes conseils. Là. Moi, je dirais que de manière générale, l'industrie du sport surperforme par rapport à l'économie en général. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important à prendre en compte. Et le sport est extrêmement résilient. On l'a vu lors des crises en 2008, crise financière, on l'a vu avec le Covid. Le sport est extrêmement résilient, c'est quelque chose qui est préservé. Les gens préservent cette pratique du sport et cette consommation du sport pour avoir des produits techniques et pour pouvoir faire du sport. Donc ça, c'est les points effectivement importants. Et je pense que le point essentiel sur lequel nous, on s'attache, c'est l'ADN du sport, c'est-à-dire la performance, le sport performance. Nous, on n'aime pas trop parler de sport entertainment. On préfère parler de sport performance et s'attacher aux vraies valeurs du sport. Et dans tout cas, s'il y a des assets à regarder, à la base, c'est cela. C'est ceux qui dégagent une vraie pratique sportive de haut niveau, ouais, ou d'excellence, ou avec des produits
d'excellence. Après, on peut toujours détourner la pratique, on peut détourner les produits, mais à la base, la performance doit être là. Ouais. Pour préciser, donc Millet, grande marque ancestrale du monde de la montagne, avec des produits techniques phares. CDK, un fournisseur de bateaux qui gagne le Vendée Globe chaque année. En gros, c'est à peu près ça. Donc, ça va dans ta thèse de n'aller que vers l'excellence sportive dans vos investissements. Voilà, avec effectivement Millet, on touche l'excellence, c'est la haute montagne, et c'est effectivement des produits qui vous permettent d'aller à 8000 mètres. Donc, on engage quand même sa vie lorsqu'on escalade l'Everest. Mais c'est des produits qu'on peut détourner et qu'on peut mettre dans la cour de récréation ou pour aller au bureau. Mais derrière, il y a une excellence, une technologie qui est extrêmement recherchée. Et sur les bateaux de course, là, on est sur de la haute technologie en carbone. On fait des bateaux qui gagnent et qui vont très vite. Mais qu'on peut aussi, grâce à la technologie de la course au large, on va aussi fabriquer des mâts qui vont servir à la transition écologique pour fabriquer des bateaux de passagers ou des bateaux de marchandises avec des mâts, par exemple, sur l'Orient Express du groupe Accor. C'est des mâts qui font 80 mètres de haut en carbone et qui sont issus de la technologie de la course au large. Iris, qu'est-ce que tu nous conseilles? On va vers les influenceurs, les créateurs, vers l'entertainment. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je pense en partie. Et je respecte la prudence d'Achille, mais j'aimerais préciser que 100% de mes mandats sont exceptionnels et des opportunités incroyables. Moi, personnellement, j'aimerais bien racheter un club de foot qui s'appelle le Red Star. Vous êtes tous invités à faire un club deal avec moi. En plus, on a vraiment besoin de monde parce qu'il y a beaucoup d'investissements primaires pour le coup qui est nécessaire. C'est une marque incroyable, un des seuls clubs du 9-3 qui a ce prestige. 20 minutes du 8e arrondissement, donc on n'est pas non plus perdu, non? En Ligue 2. Exactement, qui s'est maintenu. Le président Patrice Haddad, depuis plusieurs années, lui historiquement, il avait une activité de production de contenu pour les marques de luxe. Donc en fait, on le sent dans le développement de la marque. Il y a vraiment, déjà, il y a un directeur artistique dans le club, ce qui n'est pas très très commun pour tous les clubs de cette taille. Et il y a un vrai storytelling à faire, il y a vraiment quelque chose. Et je pense qu'il faut 3 clubs à Paris avec le PSG et Paris FC, et dont le club des enfants du peuple, et ce sera le Red Star. Et je pense que du coup, le storytelling autour est évidemment incroyable. Après, évidemment, il faut suffisamment de capital parce que c'est un investissement où il y a tout à construire, toute l'infrastructure. Il faut redévelopper le stade Boer, mais qui est un stade incroyable. Il y a un bout de HLM au-dessus d'une partie du stade. Et après, évidemment, développer l'académie. Il n'y a pas vraiment d'équipe féminine autour de Red Star. Enfin, il y a vraiment beaucoup à faire pour que ce soit au niveau d'infrastructure du Paris FC. Mais si vous êtes intéressé, contactez-moi. Il y a des intéressés? Ah, super. Combien? Parce qu'on va tout de suite parler de chiffres. 100 €. On va acheter 3-4 bières là-bas. On va arriver tout doucement vers la fin. Souvent, je pose la question aux gens qui ont pu faire les tribunes de la baguette magique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez tout de suite avec cette baguette magique? De la consolidation, de la création d'écosystèmes, de la formation, je ne sais quoi, pour vraiment favoriser l'entrelacement entre les investisseurs et des assets autour du sport. Achille, est-ce que tu veux commencer? Tu vas encore me gronder parce que c'est un petit peu hors cadre, mais... Non, j'ai compris qu'on sortait de la trame, donc je respecte tout à fait. Les relations entre les investisseurs et les actifs. Si tu devais avoir une baguette magique pour favoriser la cascade d'argent vers le sport, qu'est-ce que tu ferais? Je pense qu'il faut commencer par recruter les bonnes personnes au niveau des actifs. Ça paraît très bête, mais on parle beaucoup des tendances du secteur, on parle des retours financiers, etc. Mais il y a beaucoup d'actifs dans le sport, des clubs, des ligues, des sociétés de l'écosystème du sport qui ne sont pas juste suffisamment équipés en termes de personnes. Je ne parle pas de talent nécessairement, mais de capacité à parler le langage des investisseurs, de capacité à comprendre ce qu'ils veulent. Laurent parlait de deal primaire, donc c'est quand un investisseur institutionnel, un fonds ou autre rachète un actif pour la première fois. Le plus dur, pour l'avoir vécu dans plusieurs configurations, c'est pour l'actif et les managers et les équipes opérationnelles de l'actif en question, de se mettre entre guillemets en ordre de bataille et de rassurer l'investisseur, qu'un Toulouse rassure Redbird, et c'est ce que Damien Comolli et Olivier Jobert ont très bien fait, qui était
l'équipe dirigeante nommée par Redbird, très vite, ils ont rassuré les équipes d'investissement de Redbird sur la qualité des reportings d'activité, des reportings financiers, sur le fait qu'on savait à peu près ce que Redbird avait en tête et on était là sur le terrain pour les délivrer. Donc je pense simplement d'avoir des personnes qui ont un peu plus de connaissance de ce que c'est que d'être côté investisseur aussi. Ouais, Damien Comolli qui a été nommé président de la Juventus, donc c'est dire de la qualité de ce monsieur. Damien Comolli, non. Laurent, toi, qu'est-ce que tu ferais avec ta petite baguette magique? Alors, moi, j'essaierais de favoriser des écosystèmes locaux. Si je prends le cas de la France, on est très fort en Bretagne sur la voile, on est très fort en Rhône-Alpes sur la outdoor, dans le sud-ouest au niveau de sur le surf ou sur les sports d'eau. Et en fait, on voit que toutes ces boîtes, c'est beaucoup de petites entreprises qui ont plein de savoir-faire, mais qui s'épuisent à travailler toutes seules dans leur coin. Et j'essaierai de regrouper ces énergies, de travailler sur des logiques de consolidation de ces écosystèmes, avec effectivement un important des expertises pour apprendre à chasser en meute et à partir se développer à l'international en créant des champions internationaux. La formation des personnes de qualité, la création d'écosystèmes locaux. Iris, toi, qu'est-ce que tu ferais? Je suis complètement d'accord avec ces deux points. Moi, franchement, si j'ai une baguette magique, j'aimerais qu'il y ait plus d'investisseurs qui s'intéressent à ces classes d'actifs. En fait, on n'a pas énormément de choix. On va, chaque fois qu'on a un club à vendre, on va tout le temps voir les mêmes personnes. C'est pour ça que moi, historiquement, je préférais vendre, mais dans le foot, je préfère aider à acheter, parce qu'au moins, tu es sûr d'avoir un investisseur. Et c'est vraiment ça la perle rare, en particulier des investisseurs européens. Il y a des investisseurs qui adorent cette classe d'actifs, en particulier aux États-Unis. Mais parfois, quand c'est pour investir dans un club du 9-3, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants des relations institutionnelles, de ce qui se passe en local. Ça peut être parfois difficile. Donc je pense qu'il faut essayer de créer des ponts avec les investisseurs étrangers, évidemment, mais aussi avoir plus d'investisseurs européens qui s'intéressent à ce secteur. Ok, super. Ça vaut combien de Red Star? Aux dernières nouvelles, ça vaut 40 millions. Non, vous y croyez pas? Il y a le prix d'acquisition et il y a ce qu'il faut mettre derrière. Oui, tout, je pense que c'est plus 100 millions, mais comme tu as 100 millions, ouais, parfait. Tu as 40 millions d'investissement et tu as 60 millions de développement. Oui. Et évidemment, toutes les négociations qu'on fait dans le sport, en général, c'est d'essayer de réduire ce qu'on paye pour juste acheter les actions et augmenter, c'est quelque chose que Laurent disait tout à l'heure, augmenter la participation qui vient de l'investissement en primaire et ce qui va vraiment servir à créer de la valeur et des infrastructures. Super. J'espère que ça vous a un petit peu encouragé d'aller mettre vos sous dans le sport, ou peut-être pas. En tout cas, j'espère que cette tribune vous a plu. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci.